Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau studio Domitis. Nous sommes ici en direct de la résidence Domitis de Paris-Plaisance et je remercie chaleureusement la direction et toute son équipe pour son accueil. Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine Bleue, nous nous intéressons au regard que porte la société sur la vieillesse, sur l'avancée en âge et puis surtout ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce que pensent les seniors de ce regard de la société sur leur rôle. Marie de Henzel, bonjour. Vous êtes Anne. Psychologue, psychothérapeute, auteure de nombreux ouvrages. Pour citer les plus récents, Et si vieillir libérer la tendresse, L'adieu interdit, et puis le dernier, Vivre avec l'invisible. Vous êtes connue pour votre engagement et contribution à l'évolution de l'image de la vieillesse dans notre société. Vous avez beaucoup écrit sur le sujet et vous avez largement contribué également aux travaux pour l'amélioration des conditions de la fin de vie. Vous collaborez depuis plusieurs années avec Domitis, alors dans le cadre tout d'abord de conférences, Peut-on vieillir heureux? Et puis également, vous avez créé, imaginé des parcours qui s'appellent le parcours Aventure de vieillir, qui est proposé aux résidents, que nous organisons à peu près 20 fois dans l'année, dans 20 résidences différentes. Et ce parcours est à destination des résidents pour partager ces réflexions sur l'avancée en âge. Donc on va vous écouter tout à l'heure. Je m'adresse à vous qui nous regardez sur la chaîne YouTube Domitis. Vous allez pouvoir tout au long de ce direct poser vos questions grâce à notre relais, Hélène Camus. Bonjour Hélène. Bonjour Anne, bonjour Marie de Henzel et bonjour à tous. Et donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Hélène Camus relaiera à Marie de Henzel vos interrogations. Alors pour démarrer nos échanges et comprendre ce qui est en jeu sur la vieillesse et le regard que nous portons sur la vieillesse, peut-être posons-nous cette première question. Qu'est-ce que vieillir ? Alors Marie, je vous propose de regarder deux études bien différentes qui montrent deux visions un petit peu du regard de la société que l'on porte sur l'avancée en âge. Une première qui a été faite par Ipsos en 2018, où on a interrogé des Français de 16 à 64 ans. Et on peut voir que 78% sont plutôt pessimistes à l'idée de vieillir, avec une inquiétude sur la perte d'autonomie, de mémoire, de mobilité. Et puis quelques avantages quand même, ne plus avoir à travailler pour quasiment 42% des interrogés, plus de temps avec ses proches et puis avoir du temps pour les hobbies et les loisirs. Et puis, pour opposer un petit peu la vision, je vous présente une autre étude qui a été réalisée auprès de personnes âgées qui avaient pour moyenne d'âge 89 ans et demi. Et en fait, les préoccupations sont tout à fait différentes. On veut continuer sa vie d'avant autant que possible, de la même manière si c'est possible, maintenir des liens et puis se sentir appartenir à la société. Alors, votre commentaire, Marie de Henzel, sur ces deux visions différentes, et puis pour vous, qu'est-ce que vieillir ? Alors, oui, on voit que les jeunes ont peur de vieillir, parce qu'effectivement, je crois qu'ils souffrent d'une image extrêmement négative que nous avons. Quand on parle du vieillissement, c'est en termes de perte, de diminution, on parle de désastre, on parle de naufrage, donc évidemment, les jeunes ont peur. Mais ceux qui sont déjà dans la vieillesse, ils vivent tout autre chose. Et donc, pour eux, c'est autre chose. C'est, en fait, vieillir, c'est continuer à vivre peut-être d'une manière un peu différente, autrement, on pourrait dire, mais ce n'est pas moins bien. Alors, bon, bien sûr, vieillir, c'est quoi ? Moi, j'aime beaucoup l'idée que c'est un paradoxe, parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire. Le corps vieillit. Et d'ailleurs, tous les auteurs le disent. Par exemple, Victor Hugo, quand il dit « mon corps », il dit « je ne vieillis pas, au contraire ». C'est d'ailleurs à cela que je sens l'approche de la mort. Mon corps décline, ma pensée croît. Dans ma vieillesse, il y a une éclosion. D'autres auteurs disent la même chose. Je saute moins haut, je cours moins vite. Albert Jacquard. Mais il dit aussi « mais tant que je peux fabriquer en moi des émotions nouvelles », m'enrichir au contact des autres, enrichir les autres, je ne suis pas un être trop vieux. Et puis, récemment, j'ai entendu une dame de 95 ans dire « vieillir, c'est une inconnue ». Bien sûr, c'est une inconnue, mais alors, tout se délite, mais en même temps s'ouvre un espace de grâce. On voit bien
hein, qu'il y a le vieillissement du corps, mais que le cœur et l'esprit ne sont pas destinés à vieillir. Hein. Ils peuvent même grandir, ils peuvent même s'épanouir. Et c'est ce paradoxe qu'il faut accepter. Très bien. On a posé la question aux résidents de Paris-Plaisance. Qu'est-ce que vieillir? Donc on va les écouter. Je pense quand on a déjà beaucoup moins d'envie et que physiquement, on a des problèmes. On peut être vieille à 50 ans et puis brillante à 98. Tant qu'on est actif dans la vie sociale, dans la vie, on ne se sent pas vieillir. Je suis arrivée ici, j'avais 75 ans, je me considérais comme jeune. Et je dois dire que maintenant, 2 ans après, mon avis a complètement changé. On peut être vieux beaucoup plus, bien avant 75 ans. Mais il y a une façon aussi de l'appréhender ou pas. Il faut assumer. Il faut assumer ce qu'on est, ce qu'on est devenu, ce qu'on est encore capable de faire ou pas capable de faire. Et ça n'empêche pas de profiter quand même encore un peu de tout ce qui se passe autour de nous. Enfin, c'est mon point de vue. Je crois qu'il n'y en a pas vraiment, mais de toute façon, il faut considérer les deux de la même façon. J'ai beaucoup de petits-enfants et je m'entends bien avec mes petits-enfants. Je suis contente de leur entendre raconter leur vie parce qu'effectivement c'est une vie très différente de la mienne. Je suis contente de voir comment ils abordent aussi la vie. Ça dépend comment est le caractère. Il y a des jeunes très vieux et il y a des vieux très jeunes. L'amitié qu'on peut avoir les uns vers les autres, je suppose. Peut-être l'amour de la vie. Oui, l'amour de la vie. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les interviews. Les jeunes et les vieux, c'est pareil. Moi, j'aime beaucoup la personne qui dit que c'est finalement l'amour de la vie, parce que je crois que c'est ça qu'on a en commun, quel que soit l'âge. Hein, voilà. Et effectivement, on peut être vieux, très jeune, quand on a perdu aussi l'amour de la vie, justement. Beaucoup de jeunes déprimés qui ne voient pas de sens à la vie peuvent nous donner l'impression d'être très âgés, en fait. Vous avez des très, très vieux qui sont tellement jeunes d'esprit et de cœur que là, vous vous dites, bon, c'est... Là, ils nous donnent vraiment une image très, très positive du vieillissement. Finalement, ce n'est pas l'âge qui fait la vieillesse, mais c'est plutôt un peu l'état d'esprit. C'est un état d'esprit, voilà. Moi, je crois l'état de sa vie intérieure. Oui, je crois que c'est l'état d'esprit, c'est un état d'esprit. Et d'ailleurs, on va en parler dans cette émission, je pense que de vieillir en se disant que c'est une aventure, parce que c'est quand même le titre aussi de c'est une belle façon d'avancer. Je vous remercie. Alors, est-ce que la vieillesse et la représentation que l'on s'en fait, elle a changé de génération en génération? Oui, bien sûr, ça a changé. Parce que je crois que, d'abord, autrefois, c'est vrai qu'on vieillissait en famille. Aujourd'hui, c'est quand même assez rare. Oui. Et la preuve, d'ailleurs, les personnes vont dans des résidences-services, souvent restent aussi seules chez elles. Je pense qu'il y a quelque chose qui a changé, qui est peut-être justement la question de la solitude. Alors, il y a des personnes qui peuvent ne pas être isolées, mais la solitude est quelque chose probablement qui est plus accentué aujourd'hui qu'elle ne l'était avant. Parce que justement, ce lien intergénérationnel, il a beaucoup changé. Ça, c'est vraiment une des modifications de... Bon, mais il y a d'autres choses aussi, bien sûr. On vieillit différemment aujourd'hui. On ne vieillit pas comme nos parents. D'abord, on a à sa disposition des progrès de la médecine, de la science, que n'avaient pas nos parents. Et puis, je pense aussi qu'on a un rapport au plaisir qui est très différent. Souvent, la génération d'au-dessus est une génération qui culpabilisait beaucoup. On pensait beaucoup aux autres, on ne faisait pas de choses pour soi. Alors aujourd'hui, ça peut avoir un inconvénient, on peut être assez narcissique, mais en même temps, ça veut dire qu'on prend soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est une valeur aussi.
Hein, je crois que voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. On va regarder une nouvelle interview. On a posé la question, quelle différence y a-t-il entre les vieux d'avant et les vieux d'aujourd'hui ? On était vieux beaucoup plus vite. Du temps de Balzac, la femme de 30 ans, c'était une femme vieille. Parce qu'à l'époque, les jeunes femmes et jeunes filles, à 15 ans, 16 ans, elles étaient mûres. Et il y en a beaucoup qui se mariaient très jeunes. Je ne sais pas s'il y a une grande différence. Peut-être dans l'habillement. On est peut-être un peu plus décontracté que d'étaient nos grands-mères. Ils étaient peut-être moins en contact avec le monde. Il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas tout ça. Les vieux d'avant étaient dans leur famille, restaient avec les enfants, les petits-enfants, on les gardait chez soi, alors que maintenant on doit plutôt se débrouiller seul. Les vieux d'avant, je pense que déjà beaucoup restaient chez eux jusqu'au bout. Maintenant, la plupart des gens partent ou dans des EHPAD ou dans des maisons comme Domitis. Pour moi, c'est ça la grosse différence. Des commentaires, Marie Oui, Denzel? je pense que les résidents disent bien les différences. C'est vrai que les vêtements, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai vu une photo il y a 100 ans de personnes qui avaient 70 ans. Et quand on regarde la photo, on se dit, mais elles ont 90 ans et plus, parce qu'il y a tout un habillement aussi. Il y a tout... Et je crois que quand on dit qu'on a gagné 20 ans, en fait, je crois que c'est vrai. Alors, il n'y a pas l'habillement, mais il y a aussi le fait qu'on prend beaucoup plus soin de son corps aussi. On sait que c'est important de bouger, par exemple, de bien s'alimenter. Il y a des tas de choses dont on a pris conscience aujourd'hui. Peut-être que les générations d'avant n'avaient se laisser, au fond, vieillir doucement, mais sans se poser trop de questions. Et je crois qu'aujourd'hui, on se responsabilise beaucoup plus. Est-ce que également, peut-être, on travaillait plus longtemps aussi? Les gens étaient travailleurs plus longtemps, et donc peut-être plus d'impact aussi sur le physique? Ça joue peut-être, effectivement. Mais enfin, on voit qu'il y a aussi des inconvénients, parce que, comme le dit très bien une des résidentes, on est aussi beaucoup plus seul. Hein, ça, c'est vrai. On a gagné sur un certain plan, peut-être perdu sur un autre, qui est celui justement de du lien familial. Bon, là, on a perdu de ce côté-là, certainement. Je vous remercie, Marie Denzel. On va aller voir Hélène. Est-ce que nous avons des questions pour Marie Denzel sur YouTube? Oui, tout à fait. Alors, Marie Denzel, ne trouvez-vous pas que la vieillesse est surtout dans le regard des autres? Bien sûr. D'ailleurs, on dit que le regard, c'est un psychanalyste qui disait que le regard de l'autre me constitue. Hein. C'est vrai que je vois dans le regard de l'autre ce que je suis. Ouais. Bien sûr, alors, d'ailleurs, souvent les personnes disent, je me suis rendu compte que j'étais vieille quand dans le métro, on s'est levé pour me laisser la place. Voilà, on voit bien. Effectivement, à ce moment-là, on s'est dit, tiens. Alors, est-ce qu'il ne faut plus laisser sa place aux personnes âgées dans le métro? Non, je pense qu'il faut. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais je pense que ça veut dire aussi qu'il faut qu'on l'assume. Il faut peut-être, on voit dans le regard des autres que l'on a vieilli, oui, assumons-le. Puisque ça veut dire aussi qu'on est en vie, qu'on continue à vivre. Hélène, une autre question peut-être? Alors, c'est tout pour le moment, Anne. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur les 2 chapitres prochains qui vont suivre. Très bien. Je vous propose maintenant d'aborder un autre sujet plus spécifique par rapport au rôle des seniors dans notre société. Alors, on parle des seniors, des retraités, des personnes âgées dans la société, mais le rôle, vraiment leur contribution est vraiment peu médiatisée. On parle de silver economy, de perte d'autonomie, de dépendance, de maladie d'Alzheimer, d'isolement, quasiment que des côtés négatifs. Qu'en est-il des côtés positifs, des actions, de la contribution des seniors dans notre société ?
Je vous propose de regarder quelques images de nos résidences où on voit des résidents qui sont très actifs et impliqués dans des actions caritatives pour plusieurs associations connues. On voit le Téléthon, des marches bleues pendant la semaine bleue, Octobre rose. Il faut savoir que également les seniors, les retraités sont souvent aidants familiaux. Un tiers des bénévoles dans les associations ont plus de 65 ans et malgré tout, mais on en parle peu. Alors Marie de Hensel, quel rôle aujourd'hui souhaitent jouer les personnes âgées dans notre société et pourquoi on ne parle pas plus de ce côté positif? Alors je crois vraiment que les personnes vieillissantes ont vraiment, et qui sont à la retraite, donc je dirais, elles ne sont plus utiles sur le plan, je dirais, de la contribution économique à la société, mais ce sont des personnes qui veulent garder leur place dans la société, qui veulent continuer à apporter quelque chose. Alors, il y a beaucoup d'associations. D'abord, il y a un mouvement citoyen qu'il faut que je cite aujourd'hui, qui est récent, qui s'appelle le Conseil national autoproclamé de la vieillesse, le CNAV. Et c'est un mouvement citoyen, ce n'est pas encore une association, qui rassemble des personnes de plus de 65 ans qui, justement, veulent que toutes les décisions qui les concernent soient prises avec elles. C'est-à-dire le hashtag, vous savez, c'est « rien pour les vieux sans les vieux ». Que toute décision les concernant soit prise avec les personnes concernées. Donc, ce sont des personnes qui disent aussi « nous ne sommes pas des objets de soins, nous sommes des sujets ». Et d'ailleurs, combien de personnes me disent « mais vous savez, madame, nous, ce qu'on souhaite, ce n'est pas qu'on s'occupe de nous, on veut qu'on s'intéresse à nous », ce qui est très différent quand même. Donc, que peuvent apporter ces associations travaillent sur plein de chantiers, sur l'utilité évidemment des personnes vieillissantes, mais l'association Hold Up aussi, qu'il faut que je cite là, les Vieux Debout, c'est une association de personnes de plus de 75 ans qui continue à contribuer. Alors, on a cité le bénévolat, mais il faut savoir qu'en France, si les personnes à la retraite ne s'engageaient pas dans le bénévolat, eh bien, il y aurait personne. C'est vraiment le bénévolat, il repose sur cette tranche d'âge. Et c'est très important. Je veux dire, notre pays ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas tous ces vieux, parce que on assume le mot de vieux. C'est un débat que nous avons eu au CNAV, justement, où des gens disaient bon, est-ce que senior, moi longtemps j'ai employé le terme de senior, mais on disait est-ce qu'il ne faut pas oser utiliser le mot de vieux pour montrer qu'on assume, et c'est comme ça qu'on va changer l'image. Montrer que, oui. Et moi, je suis la première d'ailleurs. Moi, je dis mon âge publiquement. Je dis que j'ai 76 ans, que je suis rentrée dans le 4e âge et que je suis une jeune vieille, qui espère bien d'ailleurs vieillir très vieille. Mais voilà, assumer ce mot. Et je crois que c'est comme ça que aussi les plus jeunes sentiront que nous avons notre place. Plus on n'ose pas assumer ce que l'on est, plus on se met sur le côté, sur le bas-côté, et plus on a l'impression qu'on ne sert plus à rien. Donc il faut prendre sa place, qui est différente, évidemment. On ne produit plus économiquement, effectivement, mais on peut apporter tellement de choses aux autres, transmettre, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'une personne qui arrive à un certain âge, elle a vécu, donc elle a traversé beaucoup d'épreuves, et en traversant ces épreuves, elle a aussi beaucoup appris sur elle, sur ce qu'est la vie. Elle peut beaucoup transmettre. J'avais noté une petite phrase en rapport à ça, c'est « le vieux, c'est bien souvent celui qui sait, et le jeune sait qu'il sait ». Alors, on a posé la question aux résidents de Paris-Plaisance, les fidèles. Que pensez-vous du regard de la société sur les personnes âgées ? On
on en parle énormément en ce moment, surtout depuis le Covid, depuis les problèmes dans les EHPAD. On a l'impression que la société a pris conscience que les vieux existaient et qu'ils n'étaient peut-être pas toujours traités de la façon dont ils auraient dû l'être. Je pense qu'elle a quand même évolué et que les personnes âgées sont quand même mieux considérées. Quoique dans le temps, on prenait vraiment soin des vieux, comme on dit, alors que maintenant, on fait partie de la société et c'est tout. Je me demande franchement si les gens se posent des questions. Très sincèrement, parce que quelquefois, on ne nous comprend pas. On fait quelque chose ou on dit quelque chose et ça ne convient pas. Alors, je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas. Les gens sont assez attentifs. Il y a des personnes qui m'aident à monter dans l'autobus, qui me laissent leur place. Et puis, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas les vieux. Ben, moi, à ce moment-là, je n'ai pas de rapport avec eux spécialement. Des commentaires, Marie? Oui, je pense que les résidents disent bien quel est ce regard que l'on a sur eux. Mais il y a une chose que je voudrais dire, c'est que je n'ai pas dit tout à l'heure aussi, c'est qu'en fait, les jeunes nous regardent vieillir. Et ils sont souvent inquiets. Ils se disent comment est-ce que nos parents vont vieillir, comment est-ce que... Et je crois qu'en faisant tout ce que nous pouvons pour vieillir le mieux possible, c'est-à-dire parce qu'il faut se responsabiliser aussi. Je crois qu'il y a un certain nombre de clés, et c'est d'ailleurs ce que l'on voit dans le parcours L'aventure de vieillir. On voit quelles sont les clés du bien vieillir, et en prenant vraiment son vieillir à bras-le-corps, et en faisant une expérience intéressante, féconde, heureuse, on laisse un message aux jeunes. On leur dit, regardez, vous aussi vous vieillirez un jour. Ce n'est pas une histoire de perte, de diminution, ça peut être quelque chose d'intéressant. Nous avons donc cette... et vraiment, je m'inclus vraiment là-dedans. Nous avons cette mission de montrer qu'on peut en faire une aventure, vraiment avec tout ce que ça a de positif. Parce que je me souviens dans un livre que j'ai écrit avec mon fils, « Qu'allons-nous faire de vous ?», où il avait interviewé un peu les jeunes sur la manière dont ils voyaient justement le vieillissement de leurs parents. Et j'avais été frappée de ce que ces jeunes disaient au fond, essayez d'être le plus heureux possible. Occupez-vous de vous, parce que c'est comme ça que vous serez léger pour nous. Parce que le poids, quand on parle du poids, du vieillissement dans la société, bien sûr, il y a la question économique, le poids financier, c'est une chose, mais il y a le poids psychologique. Et nous savons tous que si nous avons un parent très âgé, qui vieillit de façon malheureuse et tourmentée, c'est un poids énorme dans une famille. Donc plus on essaye de s'alléger, plus on essaye de faire de ce temps de la vie quelque chose d'heureux, et plus on allège, plus c'est léger pour les enfants. Ça, je pense que c'est très important. Et dans d'autres civilisations, est-ce que le regard de la société est différent? Est-ce que nous, c'est vraiment ce regard qui est typiquement occidental sur la vieillesse, où on a peur de vieillir? Comment c'est ailleurs? Alors oui, bien sûr. Et d'ailleurs, dans l'enquête qu'avait faite mon fils, on voyait que dans les sociétés traditionnelles, on n'a pas le même regard. Ça, c'est vrai que le Maghreb, l'Afrique, vous savez qu'en Afrique, on dit que quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc, on voit bien que les Africains ont cette notion que le vieux, il est porteur d'une sagesse, d'un savoir qu'il peut transmettre. Au Japon, alors le Japon est cité souvent comme exemple d'un pays qui a beaucoup réfléchi au bien vieillir. Et vous avez les centenaires de l'île d'Okinawa, qui sont... C'est une Okinawa, la carte du Japon, comme ça on va savoir où c'est. Voilà, c'est une petite... c'est une île sur laquelle la densité de centenaires est la plus élevée au monde.
Alors bien sûr, on s'est penché sur les secrets de cette longévité heureuse. On s'est dit, est-ce que c'est une question génétique ? Ce n'est pas génétique, parce que quand un habitant d'Okinawa part aux États-Unis, eh bien, il n'est pas centenaire. Donc c'est autre chose que la génétique, c'est le mode de vie. Un mode de vie qui est très sain, ils s'alimentent bien, ils bougent, ils font des choses ensemble aussi, hein, ils méditent ensemble, ils font de la gymnastique ensemble, ils chantent ensemble. D'ailleurs, un de mes livres porte le titre du refrain de ces chants, « La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller ». Bon, voilà, il faut tout ça, mais vous savez qu'ils sont considérés par leurs enfants et par leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants comme des trésors et des porte-bonheur. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, oula, nous en avons du chemin à faire pour considérer nos très âgés comme des trésors et des porte-bonheur. Alors on voit bien hein, qu'ailleurs, dans d'autres pays, on a un autre regard. Mais je pense aussi que l'on peut très très bien aller dans ce sens-là, comme je le disais tout à l'heure, si nous montrons à nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, hein, que nous sommes heureux dans notre vieillesse, et à ce moment-là, peut-être qu'ils vont nous percevoir comme des porte-bonheur et comme des trésors. Merci Marie. Hélène, quelques questions peut-être sur les centenaires d'Okinawa ou le rôle senior-citoyen ? Alors, ce n'est pas vraiment sur la citoyenneté, c'est plutôt sur le premier chapitre de tout à l'heure, vraiment sur la vieillesse. Donc, que pensez-vous du droit à mourir dans la dignité, Marie de Henzel ? Ah, alors ça, c'est une autre question. Le droit à mourir dans la dignité. Alors d'abord, c'est une question que j'ai posée souvent dans les parcours, l'aventure de vieillir. Qu'est-ce que vous entendez par dignité ? Et je vais vous donner la réponse d'une femme de 92 ans dans une résidence qui m'a dit « Moi, madame, c'est mourir dans mon lit. Je ne veux pas mourir à l'hôpital. Je veux être chez moi, dans mon lit. Bien sûr, ne pas souffrir, ne pas être prolongée. Si je dis que maintenant ça suffit, je ne veux pas qu'on me donne des traitements ou qui me prolongent. Je ne veux pas qu'on me force à m'alimenter si je n'ai plus faim. Je veux pouvoir glisser doucement dans mon lit, entourée. Je veux sentir la vie autour de moi, qu'on vienne me parler, me toucher. Elle me dit, c'est ça pour moi, mourir dans la dignité. Ce qu'elle demande, cette résidente, c'est possible. C'est possible parce que nous avons des soins qu'on appelle les soins palliatifs et qui viennent à domicile, hein, qui peuvent permettre à quelqu'un de mourir comme ça, dans son lit, sans aller à l'hôpital. Il faut savoir qu'il faut anticiper à ce moment-là. Il ne faut pas attendre le dernier moment. Et cette femme ne demande pas une injection, elle ne demande pas qu'on lui fasse une piqûre, comme on dit, vous voyez. Ce qu'elle demande est légal, c'est possible, mais seulement la règle, c'est d'anticiper. Car malheureusement, ces soins de fin de vie, qu'on appelle les soins palliatifs, sont trop peu développés en France. Donc, ce que je pense par rapport à je pense que le droit, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle « Nous voulons tous mourir dans la dignité ». Et bien sûr, qui ne voudrait pas mourir dans la dignité ? Mais il faut savoir ce qu'on entend derrière ce mot. Hein, voilà. Je pense que les moyens de permettre à quelqu'un de mourir dans son lit, de se laisser glisser doucement, d'être accompagné, de ne pas souffrir, de ne pas être prolongé, ces moyens existent. Voilà. Et il faut savoir aller vers des personnes compétentes et anticiper. Très bien, je vous remercie. Marie-Hélène, peut-être une autre question ? Alors, de nouveau sur la citoyenneté, sur l'investissement des seniors dans les associations. Quand on a été coupé de toute vie sociale pendant un certain temps, comment faire pour oser de nouveau sortir, s'investir ? Quand on a été coupé de toute vie sociale, bon, mais je pense, je n'ai pas entendu si c'est une résidente de Domitis qui pose la question, j'imagine. Je ne sais pas. Hélène ? Oui, et coupé de toute vie sociale, je pense, pour aider un proche notamment. Quelqu'un qui est aidante ou qui était aidante, qui a été coupé de lien social pendant un temps, je pense le temps de s'occuper de son proche, si je comprends bien, et comment revenir
à refaire des relations avec les autres? Alors c'est un peu difficile de répondre comme ça, je dirais, il n'y a que des cas particuliers. Donc ça dépend où vit cette personne, dans quel contexte, est-ce qu'elle a une famille, est-ce qu'elle a des amis, Bon, c'est un peu difficile de répondre comme ça. Ce que je sais, c'est que les personnes qui font le choix d'aller chez Domitis, on sait que le choix est motivé d'une part par la sécurité, d'autre part par la convivialité. Beaucoup de personnes seules choisissent de venir chez Domitis parce que, justement, elles ne seront pas isolées. Hein. Elles sont libres, évidemment, de rencontrer d'autres dans les repas, les animations. Hein. Donc, je pense que quand on fait ce choix-là, c'est parce qu'on désire une certaine convivialité. Oui. D'autres questions, Hélène? C'est tout pour le moment. Merci beaucoup, Hélène. Alors, on essaye de changer le regard de la société sur la vieillesse. Peut-être le premier pas à faire, c'est de briser les idées reçues que l'on a sur l'avancée en âge. Alors pour démarrer, je vous propose de nouveau d'écouter les résidents de Paris Plaisance qui nous disent quelles sont les idées reçues sur les personnes âgées. Quand on est vieux, on n'est plus au courant de rien. Ou... Quelle radote. Et qu'on est malade, qu'on est fatigué, qu'on est impotent. Qu'elles n'entendent jamais rien quand on leur dit quelque chose, qu'il faut répéter ou crier. Des difficultés de compréhension pour certaines choses. Elles sont dépassées par certains concepts qui sont apparus après leur jeunesse. C'est à chacun de montrer un visage ouvert le plus possible et que je n'ai pas envie qu'on me plaigne. Voilà. Ça dépend quand même des gens, de l'éducation qu'ils ont eue, et j'ai pas trop de soucis. J'en donne certainement aux autres, ça c'est possible. Commentaire, Marie de Henzel. On voit bien, oui, que les idées reçues, c'est des idées qui correspondent à cette mauvaise image de la vieillesse comme déclin. Hein, tout décline, d'accord. Et puis on voit aussi qu'on a cette image de quelqu'un qui se plaint aussi. À nous de changer cette image, effectivement, de briser ces idées reçues et de montrer qu'on peut très bien vieillir, même si le corps décline, parce qu'encore une fois, il décline quand même, hein, même si le corps décline, de montrer qu'il peut toujours y avoir une jeunesse de cœur et d'esprit, qu'il y a des choses qui grandissent. C'est une chose qu'on oublie de voir. Hein. Par exemple, dans mes livres, j'ai beaucoup cité Benoît de Groult, qui avait écrit dans La Touche étoile que, bien sûr, vieillir, c'est une période où on n'arrête pas de dire « aïe ». Bon. Mais elle dit c'est une période de la vie dans laquelle on découvre la jeunesse du cœur. Et elle dit, moi, ce que j'ai découvert, c'est que je suis beaucoup plus curieuse qu'avant. Elle dit, je m'intéresse à des choses auxquelles je ne m'intéressais pas avant, par exemple la poésie. Et puis, elle a cette phrase que je trouve sublime, elle dit qu'elle explore justement la joie des voyages immobiles. Les voyages immobiles. Alors évidemment, quand elle dit ça, elle a 86 ans, elle ne peut plus crapahuter faire le tour du monde comme elle faisait avant, elle est dans un fauteuil comme beaucoup de personnes âgées, mais elle a cette capacité de l'imaginaire qui font voilà, elle voyage en esprit, en pensée, et elle en est heureuse. Hein. Et elle dit même qu'elle savoure cette joie des voyages immobiles, elle la savoure. Et ce que j'ai remarqué, moi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vieillit pas, c'est la sensualité. On perçoit beaucoup plus. Je me souviens, est-ce que j'ai encore un peu de temps là? Oui, allez-y. Je me souviens d'un homme rencontré sur un chemin de grande randonnée. Il avait 80 ans et il avançait lentement. Il s'est assis à côté de moi sur un banc. Et puis, on a engagé la conversation. Il me dit, vous voyez, madame, ce chemin, je le fais depuis 50 ans.
Et quand j'avais 30 ans, c'était un exercice musculaire. Il s'agissait d'arriver en haut le plus vite possible. Bon, c'était vraiment un challenge. Et aujourd'hui, je mets 6-7 heures à monter. J'avance très lentement, mais je vois des choses que je ne voyais pas plus jeune. Je vois les fleurs sur le bas-côté, je les connais toutes par leur nom. Et puis je m'arrête souvent pour reprendre mon souffle. Je sens les odeurs de la montagne, j'entends les bruits, les cloches des vaches dans le lointain, les cascades. Il me dit, puis vous voyez, madame, ce paysage magnifique devant nous, là, vous voyez, ben, quand je le regarde, eh bien, je sens monter en moi de la gratitude et je m'entends dire intérieurement, « Oh, merci, merci pour cette beauté ». Et en fait, cet homme, ben, en fait, en marchant, il vit une expérience contemplative, mais il n'est que sensualité. Vous êtes d'accord? Oui, c'est très beau. Il sent, il voit, il entend, il savoure ce moment. Et là, je me suis dit, mais au fond, et puis alors il est joyeux de me dire ça. Et je me dis au fond que finalement, quand il était plus jeune, il passait à côté de ça. Il allait très vite, hein, et il n'était pas vraiment présent. Voilà. D'ailleurs, il y a une des choses qui m'avait frappée dans une conférence où j'avais été il y a quelques années qui s'appelait « Les seniors, une chance pour la France ». Celui qui avait clôturé ce colloque nous avait dit « Mais vous explorez les contre-valeurs de la société. » On va lentement. On prend le temps de regarder. La lenteur dans un monde qui va si vite. Et quand on va lentement, ben, on voit les choses, on savoure beaucoup plus. Vous explorez la disponibilité dans un monde suroccupé. Être disponible, pouvoir écouter les autres. Vous explorez aussi, je dirais, la bienveillance. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les vieux sont bienveillants, mais quand ils le sont vraiment. Hein, on explore la bienveillance dans un monde qui est très dur, dans lequel souvent les rapports entre les êtres humains sont des rapports de force. Hein, on explore la déprise dans un monde de l'emprise. Hein, nous sommes dans un monde dans lequel on essaye d'avoir de l'emprise sur l'autre. Quand on est à un certain âge, on n'a plus rien à prouver. Donc, on explore la déprise et c'est tellement c'est une certaine liberté. Plus agréable. Voilà, c'est une certaine liberté. Ouais. Est-ce que vous voulez nous parler du nouveau numéro de La Vie, un numéro spécial? Alors, effectivement, il y a un numéro que j'ai piloté, qu'on va peut-être voir à l'écran. Voilà. Un numéro que j'ai piloté qui est sur l'aventure de vieillir, qui reprend d'ailleurs le titre de ce parcours que j'ai fait chez Domitis, et qui et dans ce numéro, eh bien, qui est un numéro où il y a beaucoup d'autres... Je suis interviewée, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui interviennent. Il y a un médecin qui parle, par exemple, de ce qu'il faut faire au niveau de la santé. Il y a la fondatrice de Hold Up qui s'exprime. Il y a un reportage qui a été fait, d'ailleurs, dans une résidence Domitis à Versailles, sur une conférence que j'avais faite sur « Peut-on décider de vieillir heureux ?» C'est un titre que j'assume. Je crois qu'on peut, effectivement. Donc ce numéro montre essaye de contribuer justement à l'effort qui est fait actuellement, qui est de changer l'image, montrer que vieillir, ça ne peut pas se résumer à un déclin, c'est une aventure. Alors une aventure, ça veut dire qu'il y a des risques. On ne sait pas, c'est une inconnue l'aventure. On avance, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer. Il y a des risques à prendre. Et il y a des personnes qui prennent des risques. Je pense que ça fait partie de la vie. Et puis, il y a aussi des surprises. Et quelquefois, des bonnes surprises. Hein, on découvre des choses nouvelles. Moi, j'aime beaucoup cette idée de l'ouverture au nouveau. Il faut s'ouvrir à des émotions nouvelles, s'ouvrir à des expériences nouvelles, peut-être à une autre manière de penser, une autre manière de voir les autres. C'est tout ça que j'ai découvert chez Domitis, puisque
ce parcours que vous mentionniez au début de notre échange, j'ai effectivement eu cette chance aussi de pouvoir rencontrer des seniors et de pouvoir, avec eux, parler de ce qu'ils vivent d'heureux, de positif. Et pas seulement qu'ils parlent de tout ce qui ne va pas, mais parler de ce qui est spécifique à la vieillesse et de ce qui fait qu'on se dit, bah oui, ça vaut le coup d'être en vie à notre âge. Hein, et je trouve que Domitis a été pionnier dans ce domaine, parce qu'au moment où j'ai démarré ça, je peux vous dire que l'image, elle était encore extrêmement négative. Nous nous sommes rendus compte il fallait changer l'image, donner la parole aux vieux pour qu'ils puissent s'exprimer sur ce qu'ils vivaient, et qu'en faisant cela, on leur permettait de garder l'estime de soi, qui est si importante pour préserver son autonomie. Parce que pour moi, il y a un lien direct entre l'estime de soi et puis l'autonomie. Bien sûr, on peut la perdre avec un accident, une maladie, mais on sait que c'est beaucoup dans la tête aussi. Merci beaucoup, Marie. Je retourne vers Hélène Camus. Est-ce qu'il y a des questions sur YouTube? Oui, quelques-unes. J'aimerais faire beaucoup de choses, voyager par exemple, mais ça inquiète mes enfants. Comment les rassurer? Aïe. Oui, alors, parce que les enfants, effectivement, comme on les disait tout à l'heure, les jeunes ont eux-mêmes peur de vieillir, donc ils projettent beaucoup sur leurs parents des tas de choses négatives qui sont liées d'ailleurs à ce déclin du corps, bien sûr. Alors voyager, bien sûr, c'est prendre des risques, c'est bon, mais je pense que la personne qui décide de voyager, elle le sent dans son corps, parce que le corps, il y a une intelligence du corps. Le corps sait très bien, il peut prévenir, non, c'est pas raisonnable, mais non, si je peux le faire. Ça, je crois qu'il faut faire confiance à ce qu'on sent dans son corps. Ça, c'est la psychologue qui parle. Je crois que notre corps a un certain savoir sur ce qu'il peut supporter, vivre ou pas. Et les enfants n'ont pas ce savoir-là. Les enfants ne sont pas dans notre corps. Voilà ce que je dirais à cette personne, de pouvoir dire, moi je le sens comme ça. Voilà. Rassurer, bien sûr, parce que si les enfants s'inquiètent, c'est aussi parce qu'ils aiment leurs parents et qu'ils ont envie de les garder le plus longtemps possible. Mais voyager, ça fait partie des joies de la vieillesse. De pouvoir encore, surtout si on peut encore se déplacer. Oui, et puis on n'a aucun droit d'enlever la prise de risque, quelque part, à un adulte. Alors, voilà, Anne, merci de le rappeler. La personne qui vieillit reste un citoyen, un adulte à part entière, absolument, et c'est ce qui est bon. Voilà, chacun sait ce qui est bon pour lui, ce qu'il a envie de faire, et bon, c'est toutes les revendications, justement, des vieux d'aujourd'hui, de pouvoir dire, nous savons mieux que les autres ce qui est bon pour nous. Qui a peut-être été exacerbé ou qu'on a plus entendu après l'épisode de la pandémie, du confinement, etc., où là, on a vraiment décidé... Mais c'est peut-être justement parce qu'on a vécu ça. On a vécu cette période très particulière dans laquelle on a décidé pour les vieux ce qui était bon pour eux. Je pense qu'il y a une sorte maintenant un peu de révolte. On s'est dit non, nous savons, nous prenons nos risques, nous savons où sont nos priorités. Et parce ça a peut-être été un peu trop dans le sens de la protection de la vie biologique, alors que la vie, c'est pas seulement la vie du corps, c'est la vie relationnelle, affective, la vie spirituelle aussi, la vie démocratique, pouvoir dire, moi, voilà, j'ai envie de faire ça. Donc, je crois qu'effectivement, on a eu cette période qui a montré, et je pense que le mouvement que l'on sent actuellement de vieux qui veulent vraiment, je dirais, être maîtres de ce qu'ils vivent, de leurs choix, de leurs priorités, et accentué par ce que nous avons vécu pendant la pandémie. Merci Marie. Hélène, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Ou en dehors du sujet d'ailleurs?
Alors, tout à l'heure, vous parliez de longévité, notamment en Asie, Marie de Henzel. Et la question est, en Europe, les zones bleues sont localisées en Sardaigne et en Grèce. Pourquoi n'y en a-t-il pas plus? Et selon vous, ces zones bleues sont-elles amenées à s'étendre dans les années à venir? Alors, c'est vrai qu'il y a 5 zones bleues. Alors, je ne sais plus, il y en a eu, effectivement en Grèce, au Japon, je crois qu'il y en a une aux États-Unis, il y en a une en Italie. Hein. Mais moi, je connais une zone bleue en France qui n'est pas répertoriée comme telle, mais c'est l'île Dieu. C'est une île aussi. Parce que j'y ai une maison et je vois bien, j'avais fait d'ailleurs un rapport pour Roselyne Bachelot à l'époque sur la France palliative. J'avais été voir l'hôpital local de l'île Dieu et je m'étais rendu compte d'ailleurs que dans aussi la maison de retraite de l'île Dieu, il y avait des vieux extrêmement joyeux qui chantaient tous les soirs. Donc ils ont une culture du chant. Hein, et puis, c'est vrai que c'est une zone bleue aussi parce que je pense que on se nourrit beaucoup de bonnes choses, de poissons, d'algues, comme souvent sur les îles. Je pense aussi que les îlets sont très en lien avec leurs enfants. Il y a une vraie convivialité, enfin, il y a un lien familial, mais il y a entre eux aussi, il y a une solidarité. Alors ça, je trouve ça très important, cette solidarité entre vieux. C'est-à-dire que chacun habite dans sa maison, mais ils savent très très bien qu'un ami, une amie, voilà, est peut-être plus fragile qu'eux, et ils vont l'aider. Ils vont aller le voir, lui rendre visite, faire des choses avec, aller voir le coucher du soleil. Donc on voit bien que, pour moi, c'est une zone bleue aussi, mais elle n'a pas été répertoriée comme ça. Mais voilà. On sent que le partage, le lien social, ça contribue quand même aussi au bonheur, enfin, après, tout au long de la vie. Mais et cette idée de faire communauté entre vieux, c'est-à-dire, et c'est d'ailleurs dans le parcours, l'aventure de vieillir, c'est un peu ce qui se constitue. Quand vous avez 15 résidents qui se réunissent pour parler ensemble de ce qu'ils vivent, ils parlent de choses très intimes, personnelles, ils font vraiment, au bout d'un moment, ils font communauté. Ils deviennent des amis. Et quand il y en a un qui devient un peu plus fragile, les autres le soutiennent. Les autres sont à côté de lui. Hein. D'autres questions, Hélène? Oui, à Brest, on vous demande, Marie de Henzel, quelle différence faites-vous entre les hommes et les femmes durant leur vieillesse? Alors, oui, c'est vrai que... on constate quand même souvent que les femmes vieillissent mieux que les hommes. C'est un peu difficile, et il y a sans doute 1000 raisons à ça. Je pense que souvent les femmes ont une capacité d'adaptation un peu plus grande que les hommes. D'abord parce que, je dirais, elles ont, même physiologiquement, je veux dire, les femmes leur corps est un corps qui sait ce que c'est que le passage. Si on a mis au monde des enfants, par exemple, on a fait cette expérience. Donc, je pense qu'elles ont dans leur corps un savoir aussi d'adaptation que n'ont pas forcément les hommes. Ils peuvent être peut-être plus rigides sur ce plan-là. Et que quand on vieillit, évidemment, le corps change. Et moi, j'ai remarqué que souvent, passer la petite phase difficile où il faut accepter ses rides et puis le fait que le corps change, mais que beaucoup de femmes acceptent il y a un petit moment difficile, il faut accepter ça, mais après, elles sont souvent bien dans leur corps, quel qu'il soit. Elles vivent mieux ce passage à la vieillesse. Souvent, les hommes sont assez démunis par rapport aussi au changement physique. Ils sont souvent aussi démunis parce que quand ils s'appuyaient sur une femme et que cette femme n'est plus là parce qu'ils deviennent veufs ou ils peuvent être aussi très démunis. Je pense que les veuves vivent mieux aussi le deuil. On l'observe, ça. Voilà. Donc,
globalement, je pense que les femmes vieillissent mieux que les hommes et qu'elles peuvent d'ailleurs aider les hommes à bien vieillir. Dans un de mes livres, j'avais dit qu'elles peuvent être des initiatrices et voilà, les aider à passer des caps un peu difficiles. D'autres questions, Hélène ? Alors, une question d'un homme qui demande dans quelle mesure, on en parlait tout à l'heure, le regard et le comportement de l'autre influencent le sentiment pour un vieux de se sentir vieux. Et sa question, c'est comment faire pour se défaire de ce regard ? Pour se défaire oui. Ne pas en tenir compte. Alors, moi je dis que souvent je cite une affiche que j'ai vue un jour montrant c'est une femme très très vieille avec plein de rides, c'était une ancienne mannequin et on voit qu'elle est très vieille et à côté c'est marqué ridée ou radieuse. Alors tout est dit là, c'est-à-dire qu'il faut accepter son vieillissement physique mais se dire que et accepter ce regard aussi sur soi qu'on peut avoir. Si on a une vie intérieure riche, si on est heureux intérieurement, eh bien, on va le transmettre, ça va se sentir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je dis ça à ce monsieur qui m'interroge, qu'il y a deux choses qui ne vieillissent pas, c'est le sourire et le regard. La bouche vieillit, les yeux vieillissent, mais le sourire, c'est-à-dire l'expression, et le regard ne vieillissent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent de l'intérieur et que l'intérieur ne vieillit pas. Donc, notre vie intérieure ne vieillit pas. Notre vie intérieure, au contraire, elle s'approfondit, elle s'enrichit, elle s'élargit. Donc, si on est bien à l'intérieur de soi, ça va passer dans le sourire, ça va passer dans le regard et les autres vont le voir aussi, ça. Moi, il y a une photo que je fais circuler souvent dans les groupes de personnes de plus de 80 ans et je demande vers quelle photo on est attiré. Je peux vous dire qu'il y a une photo d'une centenaire asiatique, elle a 100 ans, elle est ridée comme une pomme rainette, elle a un joli petit chapeau bleu et un foulard bleu, donc on voit qu'elle a même des petites boucles d'oreilles bleues, elle est élégante, elle prend soin d'elle. Elle a un sourire d'une bonté incroyable, des yeux aussi qui pétillent la vie. Et qu'est-ce qu'on voit quand on la voit ? On voit qu'elle pétille de vie et qu'elle est bonne. Et forcément, on a envie d'aller vers elle. Merci Marie. Une dernière question peut-être, Hélène ? Oui, alors une dernière question. Et avant, donc, on a quand même des témoignages de personnes qui vous remercient, Marie de Henzel, qui vous disent que c'est très beau ce que vous dites, qui apprécient beaucoup votre angle de vision, et des personnes qui vous disent que c'est très intéressant, aussi intéressant de vous lire que de vous écouter. Et la dernière question est le lien social, une des clés d'un vieillissement réussi. Le lien par le numérique, est-ce que ça compte aussi ? Le lien ? Par le numérique. Ah, par le numérique. Alors, on parle beaucoup de la fracture numérique, qui est une réalité d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a une génération qui est très à l'aise avec tous les outils. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, y compris chez Domitis, pour permettre à des personnes qui n'ont pas appris plutôt à manier ces outils, à les manier. C'est important. On l'a vu d'ailleurs pendant le confinement aussi, que beaucoup de personnes ont été en lien avec leurs enfants et leurs petits-enfants grâce à WhatsApp, grâce au Zoom, enfin grâce au numérique. C'est effectivement quelque chose de très important. Et peut-être d'autant plus important, et là, vous savez, je suis bien placée pour le savoir, que j'ai un fils qui est en Nouvelle-Zélande, qui est à l'autre bout de la Terre, que je n'ai pas vu pendant 3 ans, pendant le confinement. Heureusement qu'il y avait le numérique. Heureusement qu'il y avait WhatsApp, parce que sinon, ça aurait été vraiment extrêmement douloureux d'être complètement coupé d'un de mes enfants. Donc je pense que le numérique, c'est très important et je pense qu'il faut vraiment aider des personnes qui ont du mal avec ces outils à essayer de les utiliser, de se familiariser avec. Ça fait partie, oui, en tout cas, ça fera partie du bien vieillir dans les années qui viennent.
puisque c'est là dans nos vies à tous. Hein. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons à la fin de ce studio Domitis et avant de nous dire au revoir, je vous propose d'écouter les résidents de Paris-Plaisance qui vont faire passer quelques messages, peut-être à méditer. On les écoute. Je ne verrai pas ce qui va se produire dans 10 ans, évidemment, mais j'espère que pour les enfants, les petits-enfants, moi j'ai des arrière-petits-enfants, c'est eux qui vont faire la société. C'est les jeunes maintenant qui vont prendre ça en main et j'espère qu'ils seront capables de réussir quand même une société généreuse, compréhensive et qui s'occupe des autres surtout. Qu'il y ait plus de gaieté dans les maisons de seniors, dans les EHPAD et même dans la rue, qu'on ne considère pas les personnes âgées sans leur donner un sourire ou les laisser passer avec une canne. J'aimerais qu'on me laisse décider du moment où je voudrais partir, où je considérerais que je suis plus capable de profiter de quoi que ce soit et que la vie est trop dure pour moi, que j'ai plus envie de vivre. Aimez-vous les uns les autres, non? Et supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Des commentaires, Marie? Bon, c'est le dernier message. Oui, c'est un beau dernier message de se supporter les uns les autres. Je pense que... Moi, je dirais que c'est... Je crois que le message que je voudrais transmettre, c'est qu'on n'ait pas peur de vieillir et qu'on se dise que c'est une chance. Parce que vous le savez, moi, j'ai accompagné pendant 10 ans des personnes qui sont mortes plus jeunes que l'âge que j'ai aujourd'hui. Et tous les matins, quand je me réveille, je me dis, j'ai de la chance d'être encore en vie. C'est vrai d'être aussi en bonne santé, d'être, je veux dire, Woody Allen disait, moi j'ai rien contre le fait de vieillir parce qu'on n'a rien trouvé de mieux pour ne pas mourir jeune. Je voudrais juste citer une phrase de Simone de Beauvoir qui disait « Vivre, c'est vieillir, rien de plus ». Est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que vieillir, c'est vivre plus que jamais, Marie de Hensel? Absolument, je crois, oui. C'est vraiment... Parce que vous voyez, quelqu'un disait, ce qu'on a de commun avec les jeunes, c'est le goût de vivre. Mais oui, et ça, essayez de le garder jusqu'au bout. Merci beaucoup, Marie de Hensel. Merci pour vos éclairages. Merci de votre présence. Donc, nous disons au revoir. Je remercie chaleureusement les résidents qui ont témoigné dans les vidéos que nous avons pu regarder ensemble. Merci à l'équipe de la résidence Domitis Paris-Plaisance de nous avoir accueillis. Je remercie Hélène Camus ainsi que l'équipe technique. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Le replay sera bientôt disponible sur la chaîne YouTube Domitis. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro des studios Domitis. Au revoir.